J'ouvre tout de suite le second débat de cette émission Débat de société sur la transidentité des mineurs. Le parti LR au Sénat vient de lancer un groupe de travail sur la hausse croissante des demandes de changement de sexe chez les enfants et surtout les adolescents. Avant d'analyser la réalité du phénomène, on pose les enjeux avec Audrey Vuettaz. Elle est partie à la rencontre du pédopsychiatre Hervé Hubert. Le docteur Hervé Hubert est pédopsychiatre, spécialiste des transidentités. Il est bien souvent le premier maillon dans un parcours de transition. Il a accepté de répondre à toutes nos questions. La première, qui sont les jeunes patients qui viennent le voir ? Ce sont des jeunes qui ont pris contact avec une association trans. Parfois, ce sont les parents eux-mêmes qui font cette démarche. Il y a bien sûr obligation, c'est tout à fait logique, d'avoir l'autorisation parentale et la participation parentale à la consultation. C'est à partir de 13 ans. Mais bien sûr, il y a aussi à partir de 6-7 ans des possibilités d'entretien. Ça m'arrive de temps en temps. Quel est le parcours avant une éventuelle prise d'hormones ? Je fais toujours un entretien premier parent et enfant, puis ensuite l'enfant ou l'adolescent seul, et ensuite une synthèse avec parents et adolescents. Et ensuite renouveler ces consultations jusqu'à temps que cela évolue au point où je puisse vraiment affirmer avec l'enfant et sa famille la transidentité. À partir de quel âge commence le traitement hormonal ? À partir de 14 ans, mais le plus souvent 16 ans. Là, je parle des hormones masculinisantes ou féminisantes. Il y a également les bloqueurs de puberté qui, là, peuvent apparaître dès lors que la puberté est en place. Qu'en est-il des opérations ? Alors, les opérations, c'est pas avant 16 ans. En ce qui concerne les torsoplasties, c'est-à-dire de retirer les seins pour un jeune qui se masculinise. Pour les vaginoplasties, il n'y a pas de vaginoplastie mineure. C'est pas autorisé. Observez-vous une augmentation du nombre de patients mineurs ? Il y a eu une augmentation, oui, assez importante de la consultation. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un effet de mode, mais il y a un effet de connaissance du problème qui est beaucoup plus médiatisé. En France, moins d'une cinquantaine de jeunes mineurs commencent un traitement hormonal chaque année. Je vous présente mes invités pour débattre autour de ce thème. Béatrice Denas, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes co-présidente de Trans Santé France, auteur de ce livre « Ce corps n'était pas le mien », histoire d'une transition tant attendue, qui est publié aux éditions First. Et vous êtes également journaliste et enseignante à Sciences Po Paris. Bienvenue à vous. Jean Chambry, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes pédopsychiatre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, à la tête de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et disciplines associées. Et vous êtes président depuis 2020. On attend le sénateur de la Savoie, Cédric Vial. Je suis toujours transparent avec nos téléspectateurs. Il est dans le taxi. Il arrivera le plus vite possible, on l'espère, rattaché au groupe LR et membre du groupe de travail sur cette transidentité des mineurs. Puisque je vous le rappelle, le point de départ de notre débat, c'est ce groupe de travail lancé au Sénat par le parti LR. Béatrice Denas, je commence avec ce que vous racontez dans votre livre. Vous dites le 13 février 2019, ça a été une seconde naissance. Ah oui, on peut le dire. C'est qu'en fait, j'attendais depuis tellement longtemps d'être enfin moi-même. Et ce fameux 13 février, c'était la date de ma vaginoplastie. Et pour moi, c'était vraiment la naissance avec le corps de femme, en fait, dont la nature m'avait privé et pour lequel je m'étais quand même... je m'étais rendu compte qu'il y avait quand même un truc qui ne marchait pas dès l'âge de 4-5 ans à peu près. Donc, sauf, et on y reviendra tout à l'heure certainement, sauf qu'à l'époque, évidemment, on ne parlait pas de transidentité. Mais en tout cas, vers l'âge de 4-5 ans, j'ai très bien ressenti le fait, et on ne parlait pas en effet de transidentité, il n'y avait pas, contrairement à ce qu'on dit, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien pour m'influencer d'une quelconque manière. Et il n'empêche que, pour moi, intérieurement, j'étais une fille. Mais comment le vivre ? Et c'est là que pour moi, ça a été vraiment une catastrophe. Mais ça veut dire que vous avez attendu combien d'années ? Puisque vous nous dites février 2019, donc vous avez mené une vie d'homme. J'ai dû vivre une vie d'homme, en fait, de déguiser un rôle qui n'était pas, en fait, ma vie réelle, et que j'ai
tenté de faire le mieux possible, en fait, mais avec des moments où, en effet, j'avais envie aussi d'en finir, parce que quand on n'est pas soi-même, et finalement, c'est grâce à l'arrivée d'Internet que j'ai enfin compris que voilà, j'étais une personne trans, que j'étais pas un monstre, parce que le pire, c'était notamment à l'adolescence, où en effet, c'est l'époque des premiers amours et autres. Et en fait, moi, je n'arrêtais pas de m'interroger sur moi-même. Est-ce que j'étais un garçon? Est-ce que j'étais une fille? Est-ce que j'étais un monstre? Et ça m'a quand même poursuivi toute ma vie, même si j'ai eu la chance de rencontrer ma femme. J'ai eu la chance qu'on fasse de deux beaux enfants. Donc vous avez été mari et père. Et j'ai été mari et père. Mais par exemple, au moment où ma femme a été enceinte de notre premier enfant, c'est là que j'ai complètement replongé d'une manière très difficile, parce qu'en fait, j'ai vraiment vécu sa grossesse par procuration. Et c'est ce qui restera certainement le plus grand manque de ma vie, c'est de ne pas avoir donné moi-même, alors si, j'ai bien donné petite graine, mais hormis ça, je n'ai pas donné moi-même la vie, et c'est ce qui, à mon avis, est le plus beau qui puisse exister dans ce monde, et seule une femme peut le faire. Jean Chambry, on va faire pas mal de pédagogie pour démarrer. On parle de changement de genre et pas de changement de sexe. Est-ce qu'on peut tout simplement expliquer pourquoi ? En fait, le sexe, ça repose sur une réalité anatomique, biologique, et au jour d'aujourd'hui, on peut modifier le corps, mais on va rester avec ses chromosomes sexuels, et il y a un certain nombre d'organes qui vont pas pouvoir se modifier, alors que la question du genre, c'est plus dans une culture donnée, dans un rôle social, qu'on peut s'affirmer en tant qu'homme, en tant que femme, au-delà des questions des stéréotypes. Ce qui est complexe peut-être à percevoir en fonction des générations, c'est qu'on a tous intériorisé des représentations de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme. Toutes ces représentations sont discutables, et aujourd'hui, on assiste à un moment mutatif où il y a une certaine liberté possible dans la représentation de soi et dans l'utilisation des termes d'homme, de femme. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une approche non binaire du genre qui rend peut-être encore plus perplexe, avec des personnes qui vont se définir au-delà des catégories d'hommes ou de femmes, pouvoir être mi-homme, mi-femme, ni homme, ni femme, et sans y voir la moindre pathologie psychiatrique associée. Oui, et qu'ils revendiquent en société, ce qu'on peut comprendre, mais ce qui aussi pose des difficultés dans un groupe social tellement habitué à dire monsieur ou madame, quoi. C'est pas si simple. Je voudrais donner quelques chiffres, même si c'est évidemment un peu compliqué. Et en l'occurrence, ce sont des chiffres de la Caisse nationale d'assurance maladie qui datent de 2020, qui nous disent 294 mineurs, puisqu'on va s'intéresser plus précisément aux mineurs dans notre débat, 294 mineurs pris en charge par la sécurité sociale pour transidentité. Jean Chambry, je reste avec vous pour savoir si il y a une augmentation de la fréquence des consultations des adolescents auprès de vous, peut-être d'une manière générale. Alors, en ce qui concerne les mineurs, les consultations, on peut dire qu'elles ont commencé à se développer en France il y a 13 ans, donc il n'y a pas si longtemps. Évidemment, quand on part de rien, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'espace spécifique proposé, évidemment, forcément, les premières années, il y a une augmentation du nombre de demandes, de fait qu'on ouvre un dispositif qui, jusqu'à maintenant, n'était pas connu. Mais moi, j'ai le sentiment depuis 2-3 ans que le nombre de consultations s'est stabilisé. Par contre, évidemment, par rapport à il y a 13 ans, mais il n'y a rien à voir, effectivement. Hein. Comme je l'ai souvent dit, il y a 13 ans, j'avais 10 demandes par an. Aujourd'hui, on a 15 demandes par mois. C'est sûr que ça peut paraître effrayant et énorme, mais depuis 1 ou 2 ans, il y a quelque chose qui s'est stabilisé. Peut-être juste ce qu'on peut dire, c'est que il va falloir sortir de cette vision expertale, c'est-à-dire qu'il faut que tous les professionnels de santé soient en capacité d'accueillir un enfant ou un adolescent qui se questionne sur son identité, et sans qu'on le renvoie tout de suite à l'idée « oh là 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 là, il faut que tu vois un spécialiste de cette question ». Ça ne concerne pas que les pédopsychiatres, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, je pense que demain, les médecins généralistes, l'infirmière scolaire doit être en capacité d'accueillir
d'accueillir un jeune qui se questionne et voir comment accompagner cette difficulté d'appartenir à une minorité, parce que c'est ça évidemment qui est difficile. Et ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas formés, ou parce qu'il y a un tabou qui plane autour de cette question-là? Ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Ils ont peur de se dire est-ce que si j'écoute cette parole, est-ce que ça le pousse vers la transition, puisque c'est ça la grande question, avec cette hypothèse qui infiltrerait certaines personnes, l'idée qu'on pousserait les jeunes à aller vers des parcours de transition, alors qu'au contraire, la réalité, c'est qu'il faut pouvoir accueillir leurs paroles sans jugement, et puis tranquillement pouvoir se dire qu'est-ce qui peut soulager la possibilité d'une souffrance, en sachant qu'il y a des personnes trans qui n'ont pas a priori comme ça de souffrance. Ça va dépendre de chaque situation. Mais effectivement, c'est une vraie question, Béatrice Denas. À partir de quel âge il faut en parler aux enfants? Parce qu'il y a, comme ça, on va régulièrement faire irruption moi, j'ai eu une conversation le week-end dernier là-dessus, en disant mais c'est pas possible, des trans qui arrivent dans les écoles pour parler à des gamins qui ont 5-6 ans, c'est insupportable. Voilà le discours qu'on va tenir. À partir de quel âge, pour vous, il faut commencer à en parler? Moi, j'allais dire, on peut en parler à n'importe quel âge. C'est un peu comme l'éducation sexuelle. En fait, on a l'impression que ce sont des sujets tabous. Et au contraire, moins on en parle, plus il y a des fantasmes ou des incompréhensions qui naissent. Alors, simplement, il faut en parler aussi. C'est pour ça que là, parfois, on n'est pas toujours tous d'accord entre nous. Il faut aussi en parler avec, j'allais dire, bienveillance, sans jouer non plus d'un militantisme radical qui finalement est contre-productif, mais simplement expliquer les choses, tout bêtement. D'autant plus qu'en effet, puisque comme je vous le disais, ça a été mon cas et c'est le cas de nombreux, et Jean Chambry en est témoin, c'est quand même souvent vers l'âge de 4-5 ans, qui est à peu près l'âge, je crois, où on prend conscience de son appartenance à son sexe, en fait. C'est vers cet âge-là, à peu près. Et qu'à ce moment-là, on peut se rendre compte qu'en effet, maintenant, on peut le dire, à l'époque, moi, je n'avais pas ce mot-là qui était connu, mais on est trans. Mais c'est bien d'en parler à l'école, tout simplement, parce que ça permet aussi, s'il y a un petit garçon, une petite fille qui sent un mal-être en lui ou en elle, ça peut aussi aider par rapport à ses camarades, mais pas, contrairement à ce qu'on entend dire, c'est pas du prosélytisme. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme. On n'est pas en train de compter le nombre de personnes trans, d'enfants trans ou autres. D'autant plus que, franchement, et ça, c'est vraiment un point important, ça n'est pas un choix. C'est un peu comme l'homosexualité. La transidentité n'est pas un choix, ça nous tombe dessus. Franchement, souvent, on se dit en rigolant, si ça ne nous était pas tombé dessus, ce serait quand même 10 fois plus simple. Donc voilà, c'est pas un choix, c'est pas une lubie. Pour ça, il faut en parler, mais en parler avec les bons mots et avec les bonnes expressions, tout simplement. Alors, j'accueille tout de suite Cédric Vial, sénateur de la Savoie. Bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. Vous êtes donc rattaché au groupe LR et vous faites partie de ce groupe de travail sur la transidentité des mineurs. Bon, on était plutôt dans le constat dans cette première partie de débat. En vous attendant, je voudrais comprendre pourquoi ce groupe de travail a été créé, tiens, pour commencer. Alors, il vient d'être installé. Oui, donc on va commencer nos travaux, mais parce que je pense que c'est un sujet de société aujourd'hui. On le voit bien. Je pense que ça a été dit par Madame quand j'arrivais. Il y a un phénomène nouveau. En tout cas nouveau dans notre pays, qu'on a vu émerger aussi dans d'autres pays avec peut-être quelques années d'avance entre guillemets sur nous. Et donc je pense qu'il était en tant que législateur important qu'on puisse se pencher sur cette situation, qu'on puisse affiner un diagnostic et qu'on puisse à la fois étudier les retours des pays qui ont un peu plus d'expérience que nous, qu'on puisse faire un diagnostic sur la situation dans le pays et qu'on puisse éventuellement, le cas échéant, en tirer des conclusions sur le plan réglementaire ou législatif. Alors, Jacqueline Eustache-Brignot, qui est à l'origine de ce groupe de travail, elle dit qu'elle veut protéger les enfants contre les trans-activistes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines associations, vous disiez on ne fait pas de prosélytisme, il y a certaines associations qui sont dans une sorte de prosélytisme, qui sont trop offensives vis-à-vis des plus jeunes. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Alors, en tous les cas, je dis, c'est pas forcément le seul point, mais oui, je pense qu'on peut pas nier qu'il y a un certain nombre d'associations aujourd'hui qui sont militantes. Et qui ont une approche du sujet qui nous semble ne pas respecter la neutralité qui serait nécessaire au bien commun, j'allais dire.
Et donc oui, effectivement, on en rencontre aussi où ils nous envoient des messages régulièrement en tant que parlementaires. Et je pense qu'il faut mettre à l'abri aussi l'ensemble des gens qui sont concernés d'une action qui soit militante. Et c'est bien une question qui doit être une question d'identité, une question de société. L'objectif, notamment quand on parle des plus jeunes, c'est de protéger à la fois leur bien-être, de répondre aux questions qu'ils se posent et pas de le faire en les orientant d'une certaine manière. On parle plus que de prosélytisme, de contagion sociale. On pourrait y revenir. Donc vous dites quoi, il y a des âges où c'est trop tôt pour venir en parler à l'école, par exemple ? Alors, c'est pas qu'une question d'en parler, mais oui, je pense que quand on atteint la puberté, il y a un moment où on se pose des questions. Tous, je pense qu'on y est tous passés autour de cette table, de manière plus ou moins importante, soit le rejet de son corps, soit on se pose des questions sur sa sexualité, alors qu'on n'a pas encore connu de sexualité à ce moment-là. Mais quelque part, c'est normal. C'est normal dans la plupart des cas. Dans certains cas, il y a des enjeux ou des difficultés, des mal-être qui sont beaucoup plus profonds. L'objectif, c'est de faire en sorte d'accompagner les enfants ou de les laisser aussi certains faire leurs expériences. Pour certains, effectivement, ça existe, mais c'est des cas qui sont très minoritaires. Il faut pouvoir les accompagner dans une logique qui peut être une logique de transidentité. Mais dans la plupart des cas, un accompagnement précoce, on l'a vu, il y a des études qui montrent que l'accompagnement précoce conduit à ne jamais revenir en arrière. Alors je crois que c'est une étude suédoise qui dit que quand on prend en charge les enfants très jeunes et qu'on les accompagne, et notamment qu'on les accompagne non pas par un suivi neutre, mais par un certain nombre d'associations ou par des bloqueurs de croissance, dans 2% des cas seulement, ils reviennent en arrière ou ils se désistent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'à la transidentité. Quand il n'y a pas de prise en charge précoce, ce taux est de 85% au lieu de 2%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même bien un sujet sur la prise en charge précoce ou pas de ces enfants. Jean Chambry, votre avis là-dessus ? Sur le risque d'une prise en charge précoce. Je synthétise un peu vos propos. En fait, évidemment, je ne vais pas partager tout à fait le même point de vue parce que la particularité de la prise en charge précoce, c'est vraiment de permettre à l'enfant de oser se poser toutes les questions et de ne pas vouloir le confronter à une norme. C'est-à-dire, finalement, tu te sens garçon, tu te sens fille, pourquoi pas, ok, comment tu vois les choses. C'est-à-dire de vraiment partir de la parole de l'enfant et de l'adolescent. Et bien sûr que le rôle des soignants n'est pas de pousser à aller vers un traitement ou tel autre traitement, mais d'accueillir avec neutralité et bienveillance ce questionnement et en le dépathologisant. Parce qu'il y a un certain nombre d'enfants et d'adolescents qui ont été confrontés à des discours où on leur envoyait « c'est de la folie, c'est pas normal, tu seras pas heureux en étant comme ça, etc. » et qui vont garder cette phrase intériorisée pendant des années et lutter contre cette idée je ne suis pas fou, je ne vais pas me laisser aller à cette idée, et puis se priver d'un certain nombre de possibilités et de disponibilité dans leurs rencontres et leur vie affective. Mais alors, effectivement, moi j'entends bien l'importance de libérer la parole et de permettre effectivement à ces enfants qui sont en questionnement de trouver des réponses, de trouver des adultes pour eux. Mais est-ce que ça peut pas être perturbant pour ceux qui se posent des petites questions, comme je reprends un peu la terminologie du sénateur. Est-ce que ça peut perturber certains enfants Évidemment, ça dépend. Encore une fois, ça dépend la façon dont on aborde les choses. Mais l'éducation, la prévention primaire, c'est simplement de pouvoir envoyer aux enfants que, quel que soit finalement ton corps, tu es libre de te penser homme ou femme. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas grand-chose à ajouter d'autre. Ce discours-là, ça vous inquiète ? Moi, je pense qu'on mélange trois choses. Parce qu'il y a effectivement la question du sexe, il y a la question de la sexualité et il y a la question du genre. C'est trois sujets différents qu'on a tendance à mélanger un petit peu. Le sexe, pour moi, c'est une donnée qui est biologique. Il y a un sexe, il y a des hommes et il y a des femmes. À partir du moment où on remet en cause cette dualité et entre les sexes, on est quasiment dans le révisionnisme scientifique. Comme on le voit derrière dans certains pays, les créationnistes ou d'autres qui remettent en cause des vérités scientifiques. Quand on est dans la sexualité, c'est un autre sujet. Là, on est dans le domaine de la morale. Tout ce qui est prévu par la loi ne pose pas de problème. Et je pense que et sur le genre. Et sur la question du genre, là, on est dans le domaine du politique. C'est sur le ressenti. Et là, je pense qu'il y a un sujet de société à avoir sur ces sujets-là.
moi, à titre personnel, mais encore une fois, ça, on peut en débattre, je ne suis pas favorable à l'autodétermination. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il faut qu'on puisse accompagner les gens et puis qu'on puisse prendre en compte toutes les situations qui le méritent. Par contre, je ne pense pas qu'on se déclare un matin de cette manière et qu'on puisse en changer. Je vois Béatrice Denas qui veut réagir. Allez-y, on vous écoute. Je boue parce qu'en fait, et pour tout vous dire, votre groupe de travail nous fait vraiment très peur parce qu'en fait... Il ne faut pas. Si, parce qu'on sait très bien qu'en fait, ce que vous voulez, c'est légiférer et notamment, vous êtes anti-enfant trans. Donc, vous voulez absolument faire en sorte, et vous êtes vraiment influencé par des associations qui sont pour le coup idéologiques. Quand vous parlez politique, c'est vraiment ça. Alors qu'en fait, les questions de genre, c'est pas politique. Honnêtement, moi, je suis une personne trans, mais je m'en fous de la politique. Alors, je m'en fous pas à titre personnel parce que je vote, mais je veux dire, je m'en fous. Si je suis une personne trans, c'est pas pour emmerder le monde, c'est pas pour casser la société. Et comme je disais avant que vous n'arriviez, moi, je m'en suis rendu compte vers l'âge de 4-5 ans, donc dans les années 60, donc on ne parlait pas de transidentité, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de lobby LGBT comme vous dites. Mais voilà, je me sentais fille en étant née garçon. Et c'était pas pour casser la société, c'était pas pour une question politique, simplement c'était comme ça. Et j'ai subi le harcèlement à l'école parce qu'à l'époque, personne ne me... Enfin, je pouvais pas en parler puisqu'on parlait pas de transidentité, je savais même pas ce que je ressentais, si ce n'est que j'avais un mal-être. Et j'ai sombré dans une hyper-timidité, une hypersensibilité. Je me suis coupé du monde. Je voulais plus voir personne. Je n'acceptais plus d'aller seul dans un magasin. Donc, vous voyez la dureté de cette situation. Donc, aujourd'hui... Moi, je me dis, c'est super, enfin, on écoute les enfants. Et quand je vois des reportages où je connais des jeunes enfants comme Lydie, Sacha ou autres, qui disent, voilà, je suis né petit garçon, mais je me sens petite fille, et que des pédopsies comme Jean Chambry ou d'autres les aident, mais font pas du prosélytisme. Quel intérêt on aurait à pousser un petit garçon à devenir une petite fille? Aucun intérêt. Un mot rapide de réponse là-dessus, ensuite on a beaucoup d'autres thèmes à aborder. Je pense que vous avez tort d'avoir peur. L'objectif, encore une fois, on ne nie pas que cette situation existe et que vous ayez traversé cette situation et que d'autres la traversent. Ce que l'on dit, c'est que, je crois que c'est un autre de vos confrères qui disait que la meilleure thérapie, c'est le temps. Et qu'à un moment donné, il faut laisser le temps aussi à des enfants, parce que certains vont se chercher, vont faire cette analyse, et peut-être qu'ils auront raison, comme vous, et que plus tard, ils vont s'apercevoir que c'était bien ça le problème dont ils souffraient, et d'autres, ils vont découvrir que finalement leur mal-être venait d'ailleurs, et que si on n'a pas laissé le temps et qu'on a organisé, notamment par des bloqueurs de puberté, dès 9, 10, 11 ou 12 ans, la puberté, effectivement, on rend irréversible les choses. Alors là, c'est faux. Alors attendez. Là, c'est complètement faux. 2% des gens qui ont... Ça, c'est faux. 2% des gens qui ont été accompagnés par des bloqueurs de puberté ne franchissent pas le pas. 98% vous allez pouvoir répondre là-dessus. Quand il n'y a pas de bloqueur de puberté, ça prouve on est sur de l'ordre de 6 à 12% seulement. Béatrice Denas, pardon de vous interrompre, Cédric Vival, on va poser l'état de la législation française à ce moment du débat. Je pense que c'est important pour savoir, parce qu'il y a pas mal de fantasmes, de contre-vérités qui circulent sur ce que les contre-vérités en ce moment, sur ce qu'un mineur peut faire ou ne pas faire, opération, hormones, bloqueurs de puberté, etc. Donc je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre sur ce plateau. Mission importante, Steve, pour nous dire rebonsoir, quel est l'état de la législation aujourd'hui en France en matière de changement de sexe pour les mineurs. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun texte de loi n'encadre ou n'interdit ces opérations sur les mineurs aujourd'hui. Les médecins se plient simplement aux recommandations d'associations internationales qui préconisent d'attendre la majorité avant d'intervenir, ce qui signifie qu'en France, aujourd'hui, Thomas, les interventions chirurgicales de changement de sexe sont réservées exclusivement aux majeurs de plus de 18 ans. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'aucune autorité sanitaire française n'a jusqu'à présent réellement détaillé la position à adopter face aux mineurs qui font cette demande. Alors, on trouve quand même une intervention assez timide de l'Académie de médecine sur le sujet. On va voir ce communiqué publié en février de l'année dernière. On peut y lire la chose suivante. La transidentité de genre correspond à un ressenti fort et de plus de 6 mois d'identification à un genre différent de celui assigné à la naissance. La reconnaissance de cette disharmonie n'est pas nouvelle, mais une très forte augmentation de la sollicitation de la médecine pour ce motif est observée. Une grande prudence médicale doit être de mise chez l'enfant
l'enfant et l'adolescent. Fin de citation. L'Académie de médecine qui rappelle aussi qu'avant 18 ans, il est possible de réaliser en France ce qu'on appelle des parcours de transition. Alors effectivement, c'est ce dont on parlait à l'instant. En quoi consistent ces parcours de transition? Comment les mineurs sont-ils accompagnés? Alors ces parcours, ils sont entamés avant la majorité de l'individu, au moment de la puberté et pas avant. Tout est très balisé. Les médecins s'assurent d'abord qu'ils sont confrontés à un cas de transidentité. Si c'est le cas, on passe à l'étape suivante. Avec l'accord des parents, un traitement hormonal est administré à l'adolescent. L'objectif est de bloquer les effets de la puberté. Ça peut être utile quand un ado n'est pas à l'aise avec son sexe de naissance. Ça peut permettre notamment d'éviter des tentatives de suicide quand le malaise est profond. Il faut préciser que ces bloqueurs de puberté sont réversibles et qu'un certain nombre d'adolescents les abandonnent en cours de route. Allez, on regarde un peu comment ça se passe à l'étranger. Alors 2 pays parmi les plus libéraux au monde sont en train de réviser leur politique. La Suède a été le premier État au monde à reconnaître les personnes transgenres. C'était en 1972. Mais depuis l'année dernière, elle a décidé de ne plus accorder de traitements hormonaux aux adolescents, sauf à titre exceptionnel. Même rétropédalage au Royaume-Uni, où le seul hôpital public à accueillir des mineurs transgenres a fermé ses portes à l'été dernier. Son service spécialisé était soupçonné d'avoir prescrit de façon trop hâtive des bloqueurs de puberté. Ce qui est sûr, c'est que tant en Suède qu'au Royaume-Uni, Thomas, le débat scientifique s'est accompagné d'échanges très politiques entre progressistes et conservateurs. Merci beaucoup Steve, on y reviendra à la dimension effectivement politique de ce débat. Alors je voudrais qu'on soit précis, Jean Chambry, sur effectivement l'usage d'hormones. À partir de quel âge? Alors, on parle de bloqueurs de puberté, c'est ça? Il y a ça, et puis il y a hormones féminisantes ou masculinisantes. Moi, je voudrais revenir vraiment sur un point pour que les choses soient bien claires. Ouais. Bien sûr, on est avec des organes génitaux de mâle ou de femelle. Oui. Mais la question d'être homme ou d'être femme, même pour les personnes cisgenres, qui restent la majorité des personnes, c'est pas simple, puisque, voilà, Simone de Beauvoir le disait, on ne naît pas femme, on le devient. C'est la confrontation à des stéréotypes de genre et la question de construire une identité à partir de l'environnement. Donc, que ça soit bien clair, nous, on ne promet pas aux enfants qui vont changer de sexe, comme je le disais en introduction. Oui. On va essayer de comprendre quelle est l'identité dans laquelle ils se reconnaissent le mieux, sans pathologiser. En ce qui concerne les bloqueurs de puberté, la position qu'on a dans nos équipes, elle est très claire. On ne propose pas ces bloqueurs de puberté sans que l'enfant ait entamé l'adolescence et que donc c'est quoi, 12, 13 ans, 11, 12 ans? Ça peut être un peu avant, parce qu'on commence son adolescence parfois, en particulier, je pense chez les filles biologiques, on peut commencer son adolescence à 9-10 ans. Et effectivement, le traitement va être réservé à des situations extrêmes où effectivement l'enfant confronté aux transformations pubertaires présente des idées suicidaires, des scarifications, des refus scolaires anxieux. Et c'est jamais un traitement qui est proposé en préventif d'un futur malaise. C'est vraiment réservé aux personnes qui vont avoir des manifestations bruyantes et pour lesquelles finalement on va évaluer le bénéfice-risque et en se disant que peut-être, en bloquant cette puberté, ça va lui permettre de passer un cap. Et effectivement, il y a une interrogation sur l'interprétation de ces 2%. Mais effectivement, si je prends l'ensemble des enfants qui ont un questionnement de genre, mais que je réserve le traitement au pourcentage limité, je rappelle 40 situations en 10 ans à Paris, pour toute la région parisienne. Donc, vous voyez, c'est limité. Ça veut dire quoi, 40 situations? En 10 ans, on a vu 40 situations pour lesquelles nous avons proposé un blocage de puberté. À des mineurs? À des mineurs, sur 10 ans, adolescents. Sur l'ensemble des adolescents suivis en région parisienne. Donc c'est vraiment, on cible au maximum un public cible qui est ceux qui présentent des manifestations tellement bruyantes qu'on se dit, là, effectivement, pour éviter la déscolarisation, permettre la poursuite de la socialisation, on met les choses en suspens. Et c'est pourquoi on peut penser, puisqu'on sait effectivement, d'après différentes études, que chez l'enfant, l'identité est fluide, mais qu'il existe environ 15% d'enfants pour lesquels, dans les chiffres les plus bas, 15% d'enfants qui se questionnent sur leur identité de genre et qui ne vont pas changer de parcours. Et on peut penser qu'en limitant la prescription de ces bloqueurs à ces enfants présentant des manifestations bruyantes, on cible justement le type d'enfant qui ne va pas changer. Et par ailleurs, je tiens à dire par rapport à ce qui a été dit, parce que je le vérifie régulièrement, ni en Suède, ni en Angleterre, les bloqueurs de puberté sont interdits. L'hôpital Karolinska de Stockholm interdit les bloqueurs d'hormones en mai 2021. Mais pas la Suède.
pas la Suède. Nous avons un hôpital qui l'a fait. Nous avons des collègues qui continuent en Suède et en Angleterre à prescrire. D'accord, mais si un hôpital l'interdit, c'est qu'il y a peut-être quand même un principe de précaution à appliquer. En fait, il faut voir aussi comment ils ont été accompagnés. On sait que dans certains pays, et même la Tavistock Clinic l'a reconnu, ils ont banalisé les choses. Ils ont commencé à fragiliser l'accompagnement que nous, on propose en France, qu'un accompagnement intensif de l'enfant et de sa famille. Nous, on ne dit pas, il faut voir l'enfant une fois et on prescrit les bloqueurs demain. Oui. Ça, on n'est pas d'accord avec cette position. J'entends bien ça. Je vous redonne la parole juste après. Je reste sur cette question des bloqueurs de puberté. Voilà, est-ce que, puisque ce que nous disait Steve Jourdain, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cadre législatif. C'est aussi pour ça que ce groupe de travail a été créé, je l'imagine. Vous êtes sur quel état d'esprit? C'est le début des travaux, vous attendez d'entendre les uns et les autres, je l'imagine, mais vous dites quoi, à 9 ans c'est trop tôt, il faut les interdire? Vous êtes dans quel état d'esprit? Alors, je pense effectivement qu'il faut objectiver les choses. Bon, à titre personnel, aujourd'hui, oui, j'ai l'impression que c'est trop tôt, mais ça mérite quand même d'être vérifié et d'être validé. Encore une fois, parce que vous l'avez dit, si on intervient trop tôt, et on interagit finalement, on montre une direction à l'enfant qui n'a pas encore pu faire le bilan un peu de d'où venait son mal-être. On a des cas, j'ai entendu une de vos conférences, docteur, dans lequel vous expliquez effectivement qu'il y a un mal-être qui peut provenir d'autres troubles, des troubles anorexiques qui correspondent des fois à un rejet du corps, qui peuvent être associés. Les enfants, ils cherchent des modèles. Quand on leur dit tu te sens mal dans ta peau, c'est probablement parce que... Eh bien, quelque part, ils vont creuser cette piste-là et on les oriente vers cette voie-là. Si en plus de ça, on leur donne des bloqueurs de puberté, on les fait accompagner par des associations qui vont les conforter dans cette voie-là, souvent, ils vont pas se poser les questions. Dans certains cas, on va tomber juste et puis dans d'autres, on va tomber à côté. Je pense qu'encore une fois, se pose aussi la question de l'accompagnement. Ouais. On parlait d'associations tout à l'heure. On est au nom du fait que ce n'est pas une pathologie. Moi, j'en conviens tout à fait. Ils veulent refuser tout traitement, y compris donc un accompagnement psychologique. Moi, il me semble que l'accompagnement psychologique, pas forcément pour poser un diagnostic, je ne sais pas si vous serez d'accord, docteur, mais au moins pour aider le jeune à se poser un certain nombre de questions, à vérifier d'où vient son mal-être, voir si ça vient bien de ça ou pas. Non seulement ça devrait quasiment être la règle. Or, on veut nous le faire interdire. Pourquoi ? Pour favoriser à la place un accompagnement par des associations qui sont des associations militantes et qui vont les accompagner dans une voie, celle qu'elles ont choisie, pas forcément celle qui est bonne pour le jeune. Il y a une forme d'agenda politique quand même de part et d'autre, je trouve, qui rend la question confuse. Il y a d'un côté des gens qui ont peur que parce qu'on parle de transidentité, on convertisse les gamins à devenir transsexuels. Moi, je pense pas que c'est en parlant aux enfants d'homosexualité qu'on devient homosexuel. On parle d'un phénomène qui existe, d'un état de fait. Et puis de l'autre côté, c'est vrai, vous l'avez souligné vous-même, il y a des associations radicales qui, comme beaucoup d'associations radicales dans des mouvements qui sont émergents, sont parfois dans la provocation, sont parfois dans le jusque-boutisme. Mais du coup, ça met complètement en décalage la question que vous posez. Qu'est-ce qu'on fait de ces gamins qui sont une poignée, qui se sentent mal, comment on les accompagne? Et je trouve que ce débat est pollué d'une certaine façon par ces deux attitudes conjuguées, quoi. Tout à fait. Il faut l'objectiver, c'est pour ça que je pense que c'est le rôle des élus et des parlementaires notamment, de pouvoir objectiver les choses pour se débarrasser, entre guillemets, des objectifs qui ne sont pas uniquement ceux du bien-être de l'enfant et de la société. Et donc il y a du radicalisme, comme vous l'avez dit, de toutes parts. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de chercher la voie juste, entre guillemets, et de trouver une solution qui soit, encore une fois, dans le bien-être de l'enfant. Est-ce qu'il y a dans votre association ou dans d'autres associations des cas de regret? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les questions qu'on se pose là, c'est à quel point on accompagne. On a bien compris que c'était rare que votre accompagnement, vous êtes des gens sérieux, mais est-ce qu'il y a des cas de personnes qui ont fait le chemin, qui étaient hommes, qui ont voulu devenir femmes et qui l'ont regretté après? Dans notre association, non, mais il faut savoir, parce que là aussi, on en fait une vitrine, mais toutes les études dans différents pays, j'ai revu d'ailleurs ce matin parce que je voulais être sûr de mon coup, et je pense que Jean Chambry me confirmera, en fait, ça représente rien. C'est ce qu'on appelle les détransitions, c'est-à-dire les personnes qui, en fait, à un moment donné, se disent « Ah, je me suis trompé ». Il y a d'abord, ça représente même pas en général 1%. Donc des personnes trans. Et deuxièmement, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'en fait, quand elles détransitionnent, c'est pas forcément de leur propre volonté. Il y a souvent une influence derrière, parce que la famille les rejette, parce qu'ils trouvent pas de boulot, parce qu'en fait, c'est compliqué socialement parlant. Donc,
en fait, voilà, il y a plein de raisons qui font qu'il peut y avoir des transitions, mais vous voyez, on en fait vraiment une vitrine, alors que ça représente 2 fois rien. Et moi, ce que je dis en général, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est en fait, bon, il y a les mariages, ok ? Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Il y a les mariages et il y a les divorces. C'est pas parce qu'il y a des divorces qu'on va interdire les mariages. Donc c'est pas parce qu'en fait il y a en effet 1% de détransition parce qu'en fait votre activité qui avec ce groupe de travail, ça va être finalement d'analyser tout ce qui va mal et plutôt que de voir le côté positif. Parce que vous parliez des associations radicales. Je sais, il y en a qui existent, en effet, du côté de la transidentité, mais elles ont quand même permis aussi de faire avancer pas mal de choses. Mais vous êtes aussi, entre guillemets, un peu influencé par 3 associations, pour ne pas les nommer, qui sont La Petite Sirène, qui sont Hippomonie et qui sont SOS Éducation, qui sont vraiment des associations, alors là, pour le coup, idéologiques, vraiment anti-trans, voire transphobes, et qui profèrent, mais vraiment partout, et notamment sur les médias, des contre-vérités. Et ça, c'est incroyable que vous puissiez croire, par exemple, qu'en effet, les enfants peuvent être victimes d'opérations. C'est faux, c'est complètement faux. En France, il n'y a pas d'opération chirurgicale sur les enfants avant 18 ans, 16 ans exceptionnellement, si vraiment il y a des cas difficiles qui mènent au suicide. Quand vous dites aussi, et notamment c'est ces 3 associations qui parlent aussi des traitements hormonaux... Mais mélangez pas, parce que vous dites, vous êtes influencé. Parce que je sais que vous avez reçu ces associations. Moi, j'ai encore reçu personne. On n'a pas commencé les travaux. Et donc, mais c'est ces associations que vous avez déjà rencontrées par avance et qui veulent absolument... Vous serez, Béatrice Denas, également entendue par le groupe de travail au Sénat. Exactement. Et je pourrais porter ces arguments. Allez-y. Et je vous ai écouté. Et je vous ai écouté. Vous avez donné, vous aussi, des interviews, etc. Et donc, je vous ai écouté. Moi, ça fait un certain nombre d'années que je m'intéresse un petit peu au sujet. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne revendique pas d'être un spécialiste. Et justement, je pense qu'on a besoin de spécialistes. Mais encore une fois, c'est un sujet qui nécessite qu'on le prenne de manière la plus objective possible. On a besoin d'un regard médical, mais le problème, il n'est pas que médical. On a besoin de regard des associations et des témoignages de gens qui ont fait cette transition réussie, mais de la même façon qu'on doit aussi écouter ceux qui se sont trompés et les raisons pour lesquelles ils l'ont fait. Et c'est pas parce qu'ils sont minoritaires qu'il faut pas les respecter. Madame, je suis tout à fait d'accord. Et on les aide sur cette question, vous savez très bien, qui est finalement une question politique. On a un peu entendu vos arguments à l'un et à l'autre. Et Mathieu, c'est intéressant parce que le thème de notre débat, la transidentité, le genre, il divise la classe politique, parfois même au sein d'une même famille politique. Oui, on pourrait imaginer qu'il y a un clivage gauche-droite classique, mais il y a aussi parfois des clivages à l'intérieur des familles politiques. Et le dernier à en avoir fait les frais, entre guillemets, c'est le député de la Somme, François Ruffin. Il était invité sur France Info la semaine dernière. On lui demandait s'il fallait changer la loi pour reconnaître le genre, parce qu'on parlait dans cette interview de l'exemple espagnol où Podemos avait poussé à faire une loi qui permet aux jeunes gens à partir de 16 ans de choisir leur genre sur leur papier d'identité sans l'accord de leurs parents. Et François Ruffin a répondu en substance que ça ne lui paraissait pas prioritaire. Il dit que le cœur du sujet, c'est le travail, le partage des richesses, la démocratie. Je pense qu'on a une société profondément fracturée, dit-il, et dans ce climat de tension, d'épuisement des esprits, il faut de l'apaisement, de la stabilité. Il faut construire des ponts, réparer les fractures et pas les creuser davantage. On ne devra pas faire tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on souhaite et qui est peut-être bon en soi, mais il faudra chercher les chemins qui permettent de réconcilier la société. Et évidemment, cette phrase a fait réagir. Ah ben oui, parce qu'on voit bien un sujet de fracture de la société, c'est pas prioritaire, ça a été très critiqué par de nombreux militants LGBT, et puis ça a été, François Ruffin a été désavoué et recadré par une proche de Jean-Luc Mélenchon, la députée LFI de Paris, Sophia Chikirou, pour laquelle ce propos était au mieux maladroit, au pire une faute politique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? François Ruffin a fait amende honorable sur Twitter. Salut tout le monde, hier matin, dès ma sortie du plateau de France Info, j'ai dit à mes collaborateurs, ma réponse sur le genre, ça va pas, j'aurais dû rappeler des évidences. Et puis alors là, il y a une longue succession de tweets, et il dit sur ce sujet, comme sur pas mal d'autres, en toute humilité, je dois progresser, en commençant, comme c'est ma démarche depuis maintenant 20 ans, par des rencontres avec les premiers et les premières concernés. Qu'est-ce que ça traduit ? Mais d'abord que François Ruffin est capable de reconnaître qu'il a fait une erreur ou de changer d'avis, ce qui n'est pas forcément non plus très courant en politique. Ensuite, que cette question, elle illustre au-delà du genre une fracture qui divise la gauche depuis longtemps entre ce qu'on appelle les mesures dites sociétales et les mesures dites sociales. Les uns disant il faut faire les deux, d'autres disant il faut faire d'abord le social. Prenez Jean-Luc Mélenchon, il dit il n'y a pas de différence, on peut tout faire. Et puis François Ruffin, lui, est sur une ligne. À force de faire du sociétal, par exemple, on oublie le social. Ça, c'est un peu la bataille idéologique qui se joue derrière ça. Et puis, ça traduit aussi le fait que la question de la transidentité est hautement
inflammable, elle nourrit des débats qui sont très violents, parfois très violents, notamment sur les réseaux sociaux, de part et d'autre, et ce qui explique peut-être que François Ruffin ait fait aussi vite et autant machine arrière. Ouais. Et je vous propose, tiens, il nous reste quelques minutes, c'est passé trop vite ce débat, un témoignage qui nous vient des États-Unis. C'est peut-être une note un peu plus positive. Il s'appelle Brandon Boulware, c'est le papa d'une petite fille transgenre. Il témoignait en 2021 devant la Chambre des représentants du Missouri, cet État américain qui s'apprêtait à voter une loi qui aurait empêché les enfants transgenres de jouer dans des clubs de sport du genre auquel ils s'identifient. On a bien compris de quoi il s'agit. Écoutez ce papa. Quand on parle de questions de transidentité, j'entends souvent dire « je ne comprends pas ». J'imagine que certains d'entre vous ont déjà prononcé ces mots ou ressenti la même chose. Moi-même, au début, je ne comprenais pas. Pendant des années, je ne laissais pas ma petite fille porter des vêtements de fille, s'amuser avec des jouets de fille. Je l'ai forcée à porter des vêtements de garçon et à avoir les cheveux courts, à faire du sport avec des garçons. Mon enfant était malheureuse. Je n'exagère pas, elle était terriblement malheureuse, surtout à l'école. Pas de confiance en elle, pas d'amis, pas de rire. Sincèrement, j'avais un enfant qui ne souriait jamais. À partir du moment où on l'a laissée être qui elle était vraiment, se laisser pousser les cheveux, porter les vêtements qui lui plaisaient, elle a changé. Ça a été instantané, une transformation immédiate. Aujourd'hui, j'ai une fille qui a confiance en elle, qui sourit, qui est heureuse. Béatrice Denas, vous vous reconnaissez dans ce témoignage? Complètement, avec beaucoup de différences, mais quand je regarde mes photos d'enfants, c'est vrai que je ne souris jamais. Et parce qu'intérieurement, j'allais très mal, en fait. Et voilà. Et j'ai envie, encore une fois, de vous dire que, encore une fois, on fait pas ça pour embêter le monde, c'est intérieur. Donc simplement écoutez les enfants, aidez-les, accompagnez-les. Et puis bon, s'il y en a peut-être un qui s'est trompé, bah oui, s'est trompé. Il y a des divorces aussi. C'est pas pour ça qu'on va pas se marier. Donc il faut aussi, en effet, écouter ces enfants. Et si on peut les rendre heureux, si on peut faire en sorte qu'ils soient heureux sans militantisme, il n'y a pas de question de militantisme, il faut simplement qu'ils soient heureux et que si un petit garçon se ressent fille, qu'il aille à l'école avec son prénom féminin. Qu'est-ce que ça gêne les autres, franchement? Je pense que ça aussi, ça mérite d'être objectivé. S'il était établi que ça rendait systématiquement heureux, mais à ce moment-là, vous suivrez tous. Je vous ai même, vous, entendu dire que vous étiez pas forcément heureuse avant et qu'aujourd'hui, il y avait aussi un certain nombre de gens, on parle de 30% des gens qui ont fait leur transition, qui se sentent aussi dans une situation de mal-être qui est au moins équivalente, voire supérieure à celle qu'ils avaient avant et que ça vous arrivait parfois. Je vous ai entendu le déclarer. Donc, on peut pas donner un tableau pour dire avant c'était nul et maintenant c'est merveilleux. Vous avez trouvé votre voie et je vous en félicite, tant mieux. Mais c'est pas parce que c'était votre voie que c'est la voie de toutes celles et tous ceux qui ont des difficultés pendant leur puberté. On va devoir conclure ce débat. Merci à tous d'y avoir participé. On a essayé de ne pas être caricatural, de sortir des fantasmes, de certaines contre-vérités. Et votre groupe de travail aura beaucoup de travail, j'allais le dire, mais surtout de rendez-vous avec différents experts qui œuvrent sur cette question. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Béatrice Denas, je rappelle le titre de votre livre, Ce corps n'était pas le mien, histoire d'une transition tant attendue, publié aux éditions First. Je vous dis à demain, 18h et 22h. Vous pouvez aussi retrouver notre émission sur le replay, la plateforme publicsena.fr. Et puis notez que demain, dans la matinale, Oriane Mancini reçoit Yannick Jadot, le député européen écologiste. Belle soirée.